Commence la réunion. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire. Nous allons commencer donc le webinaire aujourd'hui. Je suis Céline Macherez, je m'occupe du marketing pour Outre-mer. Et donc pour ce webinaire, on est assez nombreux. Merci de vous joindre à nous aussi nombreux aujourd'hui. Cette session se fera donc en français. Aujourd'hui, autour de la table, on aura Mathieu Rougebin-Baville, qui est le directeur commercial chez Outre-mer, qui vous fait un joli petit coucou. On a également Benoît Mancini, qui est au bureau d'études chez nous et qui viendra donc compléter cette présentation aujourd'hui. En introduction sur la façon dont on va procéder, donc Mathieu avec Benoît vont dérouler une présentation. Vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole parce qu'on est très nombreux. En revanche, de mon côté, vous avez la possibilité de vous mettre dans la question-réponse, la petite box question-réponse, si vous avez des questions. Et nous, on est modérateur à côté, on peut répondre à vos questions en live ou sinon les signifier à Mathieu tout au long de la présentation pour qu'on puisse vous apporter une réponse en live. On a 1 heure, la présentation est intense pour l'avoir déroulée bien sûr avant ce webinaire. Donc on espère que ça va vous plaire et je passe la main à Mathieu. Eh bien, bonjour, commençons. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui fait un bon bateau de croisière en grand voyage. C'est la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre sur un bateau pendant quelques jours, quelques semaines, des années? C'est évidemment pas tout à fait la même chose que de passer une semaine de vacances. Donc, ce qu'on considère généralement, c'est qu'il y a des éléments de confort pour le voyage. On va parler un peu de tout ça, la capacité de naviguer par petit temps, les mouvements du bateau, le bruit, la visibilité, ventilation, capacité à porter la charge, qui est bien sûr importante. Il y a des éléments de sécurité, en général on les met même en premier, de sécurité qu'on distingue entre la sécurité active, qui est liée aux caractéristiques du bateau et aux capacités du bateau, et passive, qui est la façon dont il est conçu et construit et la façon dont il fonctionne. Ça, on le verra plutôt dans le deuxième webinaire. Et bien sûr, la facilité d'utilisation, tout ça est lié. Sur le sujet catamaran versus monocoque, on a des clients allemands qui avaient fait une présentation au salon de Düsseldorf il y a quelques années. Ils vivaient sur un Boreal 47 et ils avaient découvert le catamaran. Alors, ils ont la particularité de travailler à bord de leur bateau. Ils gèrent une agence de développement web. Ils font bosser 60 à 80 personnes. Et ils sont basés sur leur bateau tout le temps. Et donc, la plupart du temps au mouillage. Et ils avaient filmé cette vidéo de leur bateau au mouillage dans la baie de Calvi en été. On trempe même dans un mouillage. Alors, le mouillage de Calvi n'est pas extrêmement bien protégé. Il y a toujours un petit peu de houle qui rentre. Et en fait, la vie, ça se traduisait comme ça. Mathieu, moi, je ne vois pas la vidéo, alors je ne sais pas si le reste du public la voit. Céline, est-ce que toi, tu peux voir la vidéo? Moi, j'ai bien la vidéo. Et donc, ils avaient fait la même. Mathieu, juste pour information, l'ensemble de l'audience ne voit pas la vidéo, en fait. Ah, Je vais copier le lien de la vidéo que je vais mettre dans le chat. d'accord. Ok. Donc, en fait, c'est une vidéo où on voit le bateau un peu ballotté dans tous les sens et des mâts qui se balancent au mouillage. Et donc, ils en étaient arrivés assez vite à dire que voilà, sur un bateau, la vie, c'était 10-25% en navigation, avec régulièrement des angles parfois importants.
et la grande majorité du temps au mouillage, où on a un peu parfois l'impression de descendre dans un trou sombre. Et en kata, enfin a priori tous ceux qui sont là l'ont déjà bien compris, on reste à plat, on voit ce qui se passe tout autour et on profite quand même d'une meilleure qualité de vie. Maintenant, cela dit, c'est quand même un bateau, c'est quand même des compromis, il y a toujours beaucoup de compromis à faire et il y a un célèbre architecte américain qui s'appelait Dick Newick, qui est décédé il y a quelques années, qui avait bien mis en lumière que sur un bateau, quel qu'il soit, mais encore plus sur un multicoque, il y a trois éléments fondamentaux. Les capacités de navigation, performance, remontée au vent, sécurité dans le gros temps, etc. Ce qui fait un bon bateau, ce qu'on appelle sailing ability, le prix du bateau et l'espace aménageable, les cabines, les aménagements généraux du bateau. Et il faut se placer quelque part dans ce triangle. Si on vise les bonnes qualités nautiques, on monte vers le haut et on descend avec un bateau qui est moins marin, moins agréable. Même chose pour l'espace, les aménagements. Il y a plus d'aménagements vers la pointe et il y en a moins dans l'autre sens. Même chose avec les prix, entre cher ou pas cher. Et il se trouve que l'immense majorité des catamarans de production étant destinés plutôt à des usages vacances, ce qu'on appelle parfois charter, mais c'est aussi des bateaux de propriétaires qui sont utilisés pendant une semaine ou deux de temps en temps, bah, se situent plutôt sur cette base. Et donc, ça veut dire étant assez loin de la performance, des qualités nautiques, etc. Et donc, un peu toutes les marques qui se situent comme ça. Évidemment, Outre-mer essaye de se placer d'une façon plus centrale, c'est-à-dire bien sûr des meilleures qualités nautiques. On va voir comment on obtient ça. En étant un peu plus cher, on s'éloigne du prix bas et on s'éloigne un peu de l'espace intérieur. Et donc, on va faire un tour assez rapide des éléments qui font naviguer un bateau. Donc, la première base, tout le monde se souvient des cours du collège avec la poussée d'Archimède, quand on plonge une structure qui s'enfonce par son poids. Plus elle est lourde, plus elle s'enfonce évidemment, mais elle reçoit une poussée de bas en haut qui correspond au poids du volume d'eau déplacé. Donc plus il y a d'eau, plus il y a de poussée. Et les deux s'équilibrent pour définir une ligne de flottaison. La coque, quand elle se déplace dans l'eau, elle subit différentes résistances, il y a différents efforts. Le premier, c'est une résistance de frottement qui est liée à la surface de la coque en contact avec l'eau. Et évidemment, plus la surface se rapproche du cercle, moins il y a de surface mouillée et donc moins il y a de résistance de frottement. Donc une coque qui va être plus en V va devoir s'enfoncer plus et va avoir plus de surface de frottement. Donc en fait, c'est un peu peut-être contre-intuitif. Tout le monde, on dit généralement qu'un catamaran est forcément plus rapide qu'un monocoque. Bah, il se trouve que ce n'est pas forcément vrai aux faibles vitesses, parce qu'un monocoque est plus proche du demi-cercle et donc a moins de surface mouillée qu'un catamaran, qui a des coques qui sont plus en V et qui a deux coques. Et donc le total de la surface mouillée est supérieur sur un catamaran. Et donc, quand la surface mouillée représente la part la plus importante de la résistance, ben, ça veut dire qu'un monocoque est avantagé par rapport à un catamaran aux très faibles vitesses. Et la résistance augmente de façon arithmétique. Mais il y a une résistance qui est beaucoup plus importante, qu'on appelle la résistance de vague. Quand la coque se déplace dans l'eau, elle entraîne l'eau avec elle, et donc elle crée des petites vagues qui augmentent en taille avec la vitesse et qui augmentent avec le creux de la vague. Donc évidemment, ça c'est le sillage d'un bateau. Et c'est un très bon indicateur de ce qu'on appelle le pourcentage de la vitesse critique. En fait, une coque
va atteindre une vitesse critique en fonction de sa puissance, ben, la vitesse critique, c'est simplement quand il ne reste plus que deux vagues, une vague à l'avant et une vague à l'arrière, et qu'il y a un creux au milieu. Ça veut dire que le bateau a atteint sa vitesse critique. Et donc, ça fait des jolies images, comme celui-là également. Donc, il y a un long creux tout le long, le bateau est à sa vitesse critique. Et il aura beaucoup de mal à aller plus vite que ça. Parce que la vitesse critique, la résistance de vague, elle augmente de façon exponentielle. Et la vitesse critique, en fait, c'est pratiquement un mur qu'on ne pourra quasiment pas dépasser. On a éventuellement, on peut, pour mémoire, citer la résistance aérodynamique qui est mise en valeur dans la dernière Coupe de l'Amérique, avec des bateaux qui vont tellement vite que la résistance au vent devient importante. Évidemment, sur nos bateaux de croisière, on n'en tient pas vraiment compte. On n'est pas à des vitesses suffisantes pour ça. Et si on fait un petit schéma représentant la somme de toutes les résistances, on voit que l'essentiel de la résistance totale, c'est la résistance créée par les vagues qui se déplacent avec le bateau, qui peuvent représenter plus de 90% de la résistance totale. Donc, avoir une carène bien propre, c'est important, et avoir des formes très rondes, c'est important dans le tout petit temps, aux très faibles vitesses. Sur ce schéma-là, jusqu'à 4 à 5 nœuds. Et à partir de 6 nœuds, ça devient beaucoup moins important et ça devient même accessoire ensuite. Et c'est là où les catamarans vont commencer à avoir beaucoup plus d'avantages. La vitesse critique, c'est donc pratiquement un mur, presque indépassable, sauf à sortir de l'eau, avec des foils ou en planant. Ce qu'on fait très facilement, très régulièrement sur des bateaux à moteur, par exemple. On a des coques planantes où là, on va sortir, on va monter sur la vague d'étrave et on va réduire de façon très importante la résistance globale. Benoît, tu veux intervenir là-dessus? Tu le fais à merveille. Mais non, c'est ça. Les coques planantes, on parle de mode déplacement ou de mode planant. C'est un mode qu'on va rarement aller chercher sur des voiliers, à part des voiliers des voiliers de régate ou de course. Mais le mode déplacement, c'est le mode dont tu parles depuis tout à l'heure, pour lequel la résistance à la vague est très importante. On nous demande régulièrement si on va voir arriver des coques à foil pour la croisière. Personnellement, j'y crois pas vraiment. Tant qu'il faudra emmener de l'eau, du gasoil, de la nourriture, de l'outillage, des pièces détachées, etc., ce sera compliqué de faire planer un bateau. Et sachant que les foils, c'est extraordinaire, ça permet d'accélérer franchement, mais à condition d'arriver à planer, parce que si on ne plane pas, par contre, ça représente un frein très important et on perd tout le bénéfice de, Oui, et puis l'intervention de Samuel, ça suppose aussi une technologie et des composites qui coûtent vite très très cher. Une bonne illustration de la puissance nécessaire pour faire planer une coque, c'est un petit calcul qui est fait pour un bateau à moteur. Donc on voit, c'est un petit bateau coque à déplacement, qui n'est pas une coque planante, un bateau de 25 pieds, qui a besoin de 4,2 chevaux pour arriver à 4 nœuds, de 4,8 pour arriver à 6 nœuds, et ensuite à 6 nœuds 5, qui est sa vitesse critique, là on passe à 10 chevaux. Et ça veut dire que si on voulait être à 7 ou 8 nœuds, il faudrait peut-être 50, 80, 100 chevaux pour arriver à aller plus vite, ce qui devient délirant à la fois dans la structure du bateau, dans la résistance du bateau, qui n'est pas conçu pour ça. Donc ça nous conduit à étudier des choix architecturaux, et c'est là où il y a la vraie différence outre-mer par rapport à d'autres catamarans, avec le choix d'avoir des coques qui s'allongent. Parce que la longueur va améliorer sensiblement deux choses, la performance, mais aussi le confort. Vous voyez bien l'exemple sur des paddles. Le petit paddle rentre dans n'importe quelle voiture.
Donc c'est plus pratique à stocker. Mais dans une course de paddle, personne ne va choisir le petit parce que le grand va avancer nettement plus vite sans beaucoup de puissance. En fait, ce qu'on constate, c'est que la vitesse critique, la vitesse de coque, elle dépend de la longueur, mais elle dépend énormément d'abord du ratio entre la longueur et la largeur du bateau. Donc sur une coque de type monocoque qui aurait un rapport de 1 pour 3, le ratio, la formule qu'on va utiliser souvent, c'est 2,4 racine carrée de la longueur à la flottaison, qui nous conduit pour un bateau de 15 mètres à être aux alentours de 9 nœuds 29. Évidemment, un peu plus sur un bateau très léger, un petit peu moins sur un bateau très lourd, mais globalement, on est autour de ces valeurs. Et si on passe dans des katas de type charter, là, le ratio va plutôt être 3,5, 3,6 racine carrée de la longueur. Et sur une coque de type outre-mer, qui a un ratio de 1 pour 10 à 1 pour 11, là, le ratio, il est plutôt de 5,5. Ça veut dire que pour un bateau qui aurait un volume habitable à peu près équivalent, on a une vitesse de coque qui est de plus du double. Comment ça se traduit? Ben, quand on avance à une vitesse donnée, par exemple 7 nœuds, 5, ben, sur une coque très large, on peut être à 80% de la vitesse de coque, donc on est déjà très haut dans la courbe, alors qu'on est encore très très bas, et ça se traduit visuellement, quand on voit le bateau naviguer, par le nombre de petites vagues que vous voyez le long de la coque. Sur le premier à gauche, où vous commencez à avoir des vagues très importantes, le bateau, on voit qu'il est déjà assez proche de sa vitesse limite, alors qu'il y a encore beaucoup de petites vagues sur l'autre. Et ça se vérifie au moteur, où pour obtenir cette même vitesse, eh ben, vous allez utiliser 2 fois 70 chevaux sur le bateau de gauche et 2 fois 30 sur le bateau de droite. Moins de puissance. Donc c'est là où on observe qu'il y a beaucoup de cercles vertueux et de cercles vicieux dans le nautisme. Si on a besoin de moins de puissance, ben on a besoin des moteurs moins gros, on a besoin de moins de carburant, et on enchaîne, on démarre un cercle vertueux. Céline, Oui, c'est maintenant que mes talents de dessinatrice, absolument. C'était J'espère que prendre la main. vous allez pas être déçus. Alors attends, Il y a un élément très important quand on parle. Alors là, on parlait de performance, mais aussi de confort qui est crucial. C'est qu'en fait, le fait d'allonger les coques va permettre d'améliorer sensiblement les mouvements à la mer, parce que le bateau bougera beaucoup moins. Donc là, je pense que vous voyez tous mon écran. Oui. Ça va être magnifique. Donc je te laisse commenter, Mathieu, parce que c'est un duo, n'est-ce pas? Non, mais ça se comprend assez facilement en fait quand on a une vague de longueur donnée au milieu de l'Atlantique. Ben, plus le bateau est long, moins il va bouger. Et donc là, en fait, ce qu'on veut montrer, c'est qu'effectivement, les mouvements vont être beaucoup plus forts quand la coque est petite et courte. La première fois que je fais cet exercice avec Mathieu. Et donc là, effectivement, on va voir que si le bateau est plus long, évidemment. Je te laisse commenter, Mathieu, hein. Oui, non, mais je pense que tout le monde a compris, tout le monde a compris le principe. En fait, plus on allonge le bateau, moins il bouge. En fait, on constate ça très facilement. Sur un 45 pieds, le gros temps va commencer à 30-35 nœuds, là où sur un 60 ou 70 pieds, le gros temps va commencer à 45 ou 50 nœuds. C'est très, très flagrant.
c'est très très flagrant. Je vais reprendre la main. Ouais. Sur quand il y a beaucoup de vent. Alors, hop là. Ah, je ne sais pas ce que vous voyez, mais chez moi, ça saute tout le temps. Là, on est revenu au tout début à ta première slide. D'accord. C'est plus moi qui partage? Oui, je pense que c'est toi qui partages. Si, Ah, c'est bien voilà. toi. Et je suis revenu en mode présentateur. Ouais. Alors, excusez-nous pour ces approximations. Voilà. Alors, ça se traduit. Hop là. Une vidéo qui doit être en train de charger. Ouais, ça y est, on voit la vidéo. Partage. Chez moi, ça saute tout le temps. Dis quoi? Ouais, on a bien vu le début de la vidéo, mais après, là, c'est devenu très instable. Ouais. Alors, on va vous mettre le lien. Ouais, peut-être revient à la Il y est le présentation. lien. Il y est le lien déjà dans la discussion. Dans la boîte de discussion. En fait, c'est une vidéo prise d'un skipper qui faisait un convoyage sur la côte ouest des États-Unis, où avec 15 à 25 nœuds de vent et des vagues. Ah, alors je ne sais pas si vous voyez, mais là, moi, chez moi, je l'ai. Ouais, bah, vous avez le lien dans la boîte dans la boîte de discussion. Euh, donc, Je pense, Mathieu, reviens à ta présentation et avec les liens, chacun regardera la vidéo, je pense. ouais. Mm. Oui, et donc, sans oublier le bruit, alors c'est pareil, vous aurez aussi la vidéo sur le côté où c'est un journaliste qui m'a envoyé cette petite vidéo qu'ils ont fait pendant un essai où il y a un bruit très important dans la coque, qui sont des craquements liés au mode de construction où les meubles grincent beaucoup. Mais ça, ce sera le sujet du prochain webinaire. On va essayer de se caler un peu mieux sur ces vidéos, parce qu'apparemment, quand on les intègre dans la présentation, ça fait bugger la présentation. Et au contraire, une vidéo qui a été prise sur le 55 numéro 1 pendant son début de tour du monde, dans des conditions avec 30 à 35 nœuds, où on voit une famille qui fait la cuisine normalement et qui vit normalement dans le bateau, qui est en train de marcher à 17 ou 18 nœuds. Donc, l'équipe, je vous laisse mettre les vidéos dans le Ouais, on lien. s'en occupe. Ouais, on s'occupe de mettre les liens. Hop là. Ça continue à sauter chez moi. J'essaye de passer à la slide suivante. Nous, on voit capacité à porter de la charge. Voilà, capacité à peupler la charge. Ça y est, j'y suis aussi. Hop, ça ressaute. Je ne vois plus rien. Peut-être il faut que tu te déconnectes de la tablette. C'est fait à l'instant. Ben voilà, ça y est, c'est stable maintenant. Capacité à porter de la charge. Donc ça, c'est un sujet intéressant parce que on a beaucoup de confrères qui reconnaissent un outre-mer, ça va plus vite, etc. Très bien. Par contre, ça ne peut pas porter de charge. On a entendu ça souvent.
Et ben, en fait, c'est un peu le même sujet, c'est que hop, la charge est portée par la carène. En fait, c'est la flottabilité du bateau qui va servir à porter le poids du bateau et le poids de ce qu'on met dedans. Donc là, on peut avoir des tas de formes de carène. Si vous prenez une péniche, c'est assez proche d'un cylindre, d'un parallélépipède, parce que c'est lié à la puissance nécessaire. Donc on a besoin d'avoir beaucoup d'allongement pour réduire la formation de vagues. Hop là, plus de partage de présentation. Mais si, je pensais On y le être. voit. Peut-être que tu peux arrêter le partage et recommencer et nous Voilà, confirmer, peut-être Yves, si de nouveau c'est OK. voilà, reprendre. Voilà, C'est ok, OK, c'est bon. super. Ouais. Et donc, il peut y avoir des contraintes liées au tirant d'eau, par exemple, si on ne peut pas s'enfoncer trop. Il peut y avoir des contraintes liées à la largeur des canaux dans le cas de péniche, ou d'une place de port dans le cadre de bateau. Donc, il peut y avoir plein de paramètres. Mais globalement, un outre-mer, ça veut simplement dire que ce volume, cette flottabilité nécessaire va être répartie sur une plus grande longueur au lieu d'être sur quelque chose de très large. Donc il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'emmener. Donc un petit tableau qu'on utilise fréquemment, quels sont les besoins. Donc il faut arriver à peser tout ça. Évidemment, un équipier moyen va peser 70 kg pour une sortie de la journée quand il vient en t-shirt et en sandales. Par contre, si vous allez naviguer dans le Grand Nord, bah, vous allez avoir besoin d'un peu plus de vêtements, d'un peu plus de nourriture, parce que vous êtes un peu plus loin. Sachant qu'une traversée océanique va pas prendre le même temps sur un petit monocoque et sur un grand multicoque. En moyenne, une traversée atlantique sur un outre-mer, c'est 13 jours. Le record, c'est 10 jours. Et les plus lents mettent 17 ou 18 jours. Donc on n'emmène pas la même chose pour 15 jours de traversée et pour 3 semaines ou un mois sur un petit bateau. Donc là, vous avez une idée de la capacité de charge de nos bateaux. Entre une tonne 7 sur un 45 qui sera très équipé au départ, c'est-à-dire si on met de la clim, si on met un cockpit en tech, tout ça, c'est des éléments qui vont alourdir le bateau au départ et donc réduire la charge possible du bateau par la suite. Hop. Ah, Robin n'a pas la presse. Moi, chez moi, ça s'affiche normalement. Il y en a d'autres qui ne la voient pas. Ouais, chez moi, ça s'affiche normalement aussi. Après, il y a un peu une philosophie de vie. Qu'est-ce que tu dis? On voit la presse, mais elle est Mm. fixe. C'est OK. On voit parfois des bateaux, aux Canaries qui vont prendre le départ de l'Arc, qui empilent les bidons de gasoil sur le pont, parce qu'il peut ne pas y avoir beaucoup de vent. Donc effectivement, ça vaut le coup d'avoir un moyen de recevoir la météo alors qu'on est embarqué, et de savoir l'exploiter. Chez moi, ça marche normalement. Ouais, ça marche pour plusieurs personnes et d'autres non. Peut-être des problèmes de connexion, Robin, je ne sais pas. Je suis Ouais. désolée. Par exemple, sur l'arc cette saison, un jour, j'avais noté ça, des conditions assez légères et avec des bateaux qui allaient étonnamment vite. Vous pouvez voir, avec un vent de 3 nœuds, 9, on avait des vitesses de 6 à 7 nœuds. Et donc, effectivement, il y a des bateaux, en particulier le MC75, qui a reconnu qu'il avait fait l'équivalent de 1600 milles au moteur. Ça, c'est un choix, c'est pas le nôtre. Nos propriétaires, en général, sont contents de consommer très peu. On a beaucoup de témoignages de propriétaires qui font un tour d'Atlantique avec, un, deux, trois pleins de gasoil maximal. Oui, on avait maquillé le nom des bateaux pour respecter
l'intimité de chacun. Un gros sujet en multicoque, c'est le tangage. C'est effectivement, tout le monde constate qu'un kata, ça gîte pas, un kata, ça ne roule pas au mouillage. Donc ça, c'est des éléments fondamentaux pour le confort à bord. Par contre, un catamaran, ça tangue, et ça tangue beaucoup plus qu'un monocoque. Et pourquoi ça? Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les Anglais appellent ça hobby horsing, le principe du cheval à bascule. Là où un monocoque bouge peu, un kata va tendance à plonger un peu vers l'avant. Ça vient, c'est là où interviennent des critères qui sont vraiment très importants. Sur un monocoque, le centre de gravité est toujours sous la ligne de flottaison, du fait de la quille, qui représente souvent la moitié du poids total du bateau, et qui conduit à avoir un poids qui est très bien centré. Vous avez 80% du poids total du bateau qui est sur 10% de sa longueur. Et ceux qui font du piano connaissent bien ça, le principe du métronome. Le poids qu'on met en haut va entraîner un mouvement beaucoup plus important vers l'avant et vers l'arrière, alors qu'un poids qui est très bas va permettre de garder le bateau beaucoup plus droit. Ben, c'est pour ça que c'est encore plus important sur un multicoque que sur un monocoque de faire attention à ces paramètres. Et donc, sur beaucoup de catamarans, vous avez un centre de gravité qui est très haut, des bateaux avec un flybridge, avec beaucoup de superstructures, et un poids qui est distribué sur la longueur du bateau, de l'avant à l'arrière, parce que vous avez une nacelle qui va très très loin. Là où sur un outre-mer, on fait attention à essayer de garder un centre de gravité très très bas, le plus bas possible, qui sera quand même plus haut que sur un monocoque, et de centrer le poids au maximal. Et en plus, de réduire le volume dans les extrémités du bateau, parce que ça compte beaucoup. C'est un peu à contrario d'une tendance qu'on constate au fil du temps, pour ceux qui connaissent un peu, qui ont suivi un peu l'évolution des catamarans. Depuis 30 ou 40 ans, les nacelles n'ont fait que s'allonger et les coques n'ont fait que s'élargir pour avoir des bateaux qui soient de plus en plus habitables. Ça, c'est un grand constructeur, le même, entre 2000 et 2020. Et on peut voir, à travers l'évolution des modèles, avec des coques qui ont tendance à s'élargir de plus en plus pour offrir de plus en plus d'habitabilité. Donc, ça rend le bateau plus vivable, hein, on a plus de cabines. Par contre, ça pénalise énormément tout ce qui est la navigation. Un exemple classique, entre des bateaux qui sont vraiment faits pour avoir l'habitabilité maximale. Benoît, n'hésite pas si tu as des éléments. J'avais mis un X exprès pour toi. Et j'ai beaucoup apprécié. Ah, les explications sont claires, et oui, c'est vrai que les images parlent d'elles-mêmes, hein. Le centrage des poids et le fait de condenser les habitations sur un volume plus restreint, c'est ce qui peut donner l'impression, parfois, vu de l'extérieur, on peut se dire, mais outre-mer, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils n'utilisent pas tout l'espace devant? On pourrait en faire beaucoup plus. Oui, c'est sûr, on pourrait en faire beaucoup plus, mais aménager les pointes avant voudrait dire rajouter énormément de poids sur ces pointes avant et allonger finalement les distributions de poids, ce qui donnerait à la fois un bateau plus lourd, mais aussi un moins bon comportement à la mer auprès dans les vagues. Donc après, c'est à chacun de définir ses priorités. Voilà un exemple un peu de ce qu'on trouve sur le marché, avec à gauche un bateau qui est vraiment qui a plus de trampoline, qui est vraiment destiné à une habitabilité maximale, exploiter au mieux la longueur, un kata 52 pieds, et un outre-mer où on va essayer de centrer plus. On a affaire à des connaisseurs. Et grand trampoline, c'est fun pour les enfants aussi. Oui, ça a d'autres avantages. Donc en fait, un des paramètres cruciaux dans le dessin d'un bateau, c'est la répartition de nacelles
par rapport au total de la longueur du bateau. Chez Outre-mer, on tourne autour de 50%, on est entre 49 et 51 suivant les modèles, et c'est une des clés, ce qu'on indique à l'équipe de conception. C'est pour nous, c'est une des premières bases de construction du bateau. Évidemment, on gagnerait énormément de volume en acceptant d'augmenter cette nacelle. Après, l'élément très significatif qui fait une différence énorme, c'est le plan anti-dérive. Donc, les ailerons fixes qu'on retrouve sur l'immense majorité des catamarans, bah, c'est plus facile à construire, ça coûte beaucoup moins cher. Ça a aussi un avantage, c'est vrai, c'est de pouvoir échouer le bateau, même si ça, en général, on en revient très très vite, parce que quand on a posé le bateau une fois ou deux, on a toujours des moments un petit peu angoissants quand la mer se retire et que le bateau a tendance à taper. Donc, en général, c'est un truc qu'on fait une fois ou deux, et après, on essaye d'éviter. L'immense inconvénient de ces ailerons, c'est l'efficacité du plan anti-dérive. Donc, tous les outre-mer ont des dérives, c'est aussi ça, c'est non négociable. Tous les bateaux qu'on conçoit, parce que pour nous, c'est indispensable. Sur le principe, donc, vous créez une portance, vous avez un profil, c'est exactement comme une aile d'avion. Là, c'est le dessin d'une aile d'avion. C'est exactement la même chose. On peut discuter des profils, d'épaisseur, de longueur pour essayer d'optimiser la portance dont on profite, qui sert à faire voler un avion. Mais il y a aussi une traînée qu'on subit qui crée des perturbations. Et le ratio est incomparablement meilleur. Donc ça a été étudié longuement. Là, c'est un exemple de courbe qu'on remarque sur des élancements de profil de voile. Vous voyez ce qu'on appelle le gréement Marconi, qui est le plus à gauche, qui peut remonter au vent beaucoup plus, qui a un angle d'incidence qui est beaucoup plus faible. Et plus on s'en écarte, plus on se rapproche de la voile carrée, et ben plus l'angle d'incidence est moins bon, ce qui est très justifié sur des bateaux de travail qui doivent porter des charges lourdes, mais dont on ne demande pas qu'ils remontent bien au vent. Et évidemment, c'est pas ce qu'on recherche sur nos bateaux. En gros, la courbe, elle ressemble à ça. Quand vous avez une dérive, vous remontez au vent beaucoup plus et vous créez une portance, vous vous appuyez dessus de façon sensible. Et sur un aileron fixe, ben, vous avez moins de portance et beaucoup plus de traînée. Évidemment, il y a des zones intermédiaires quand on allonge un petit peu, il y a certains catamarans qui ont des ailerons fixes un peu plus profonds, mais on n'est jamais aussi bien. Comment ça se traduit? Bah, ça, c'est les cours de géométrie du collège. On suppose qu'on a une distance de 1000 à parcourir dans l'axe du vent. À 45 degrés, vous allez parcourir 1414. Là, c'est des 1000, mais ça peut être des mètres ou ce qu'on veut. Et vous allez faire 40% de plus avec un bateau qui remonte à 65 degrés, ce qui est la moyenne constatée sur les bateaux avec des ailerons fixes. Mais en plus, vous allez avoir une différence de vitesse qui est assez importante. Là, en prenant des exemples types, sur ces angles, parce que non seulement le bateau à dérive va remonter beaucoup plus, mais il va aussi aller plus vite. Et donc, dans cet exemple-là, on constate une différence de pratiquement 60% de temps. Et comme on le sait tous, c'est pas très agréable de faire du prêt. Et donc, moins longtemps ça dure, mieux c'est. Naviguer dans le petit temps, ben, en fait, on a beaucoup de propriétaires très expérimentés qui nous disent que c'est peut-être le paramètre le plus important dans un grand voyage autour du monde. Et par curiosité, on a épluché un peu quelques statistiques. Par exemple, là, vous avez la force du vent en Méditerranée occidentale en été, et donc un vent inférieur à 6 nœuds
dans 5% du temps. Entre 6 et 11 nœuds, donc en fait, si on fait jusqu'à 11 nœuds, vous avez quand même 64% du temps et seulement 36% où le vent est de 12 nœuds et plus. Ça veut dire que si vous avez besoin de 12 nœuds de vent, ce qui est en général la limite utilisée sur la plupart des catamarans de type vacances, bah, ça veut dire que vous ne faites pas souvent de la voile. Et ça, c'est sur la Méditerranée occidentale en été. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Mais voilà, sur une zone de voyage autour du monde, donc ça, c'est des statistiques sur une année de force du vent. Donc là, vous avez globalement 5,7, là, ce sont des mètres secondes, globalement, toutes zones confondues. Mais bon, sur un voyage en bateau, on va plutôt se consacrer à ça, sur cette zone intertropicale élargie, on va dire, un peu plus que les tropiques. Et ben, le vent moyen, ça devient 7 nœuds,1 sur cette zone-là. Et donc, ça vaut le coup d'avoir un bateau qui est capable de naviguer dans 5-6 nœuds de vent, parce que sinon, vous allez passer beaucoup de temps au moteur. Voilà, on a fait le tour. Benoît, des choses que j'ai oubliées? Euh, Je ne crois pas, mais c'est vrai que ce dernier point là, il est quand même essentiel. Je trouve, on parle, euh, les marques comme Outre-mer qui parlent de performance font parfois peur à ceux qui ne connaissent pas bien la marque et ce que vraiment le mot performance veut dire. Nous, ce qu'on soutient absolument, c'est le fait que la performance, c'est ce qui vous permet de passer un maximum de temps à la voile plutôt qu'au moteur. C'est la performance qui permet d'éteindre le moteur et de glisser à la voile dès 5-6 nœuds. Et c'est vrai que que ce soit sur une croisière de quelques semaines en Méditerranée ou un tour du monde, on se rend compte que le conseil même, c'est une grande partie du temps qu'on va vouloir naviguer dans des vents légers à médium. Et c'est là que la performance va être vraiment, euh, va être vraiment bénéfique. Et l'autre point de performance dont on parle un peu moins souvent, mais qui est aussi vrai, c'est la vitesse supplémentaire sur l'eau. Les quelques nœuds qui font la différence avec, on va dire, le reste le reste du marché des catamarans, vous permet aussi de choisir un peu plus vos fenêtres météo. C'est-à-dire que sur une traversée, on peut voir un système se former à horizon 2 jours et on peut relativement facilement décider de biaiser notre route et de choisir de faire un peu plus de sud pendant 24 heures pour s'écarter d'un système qui va passer plus au nord. Parce que, comme on montrait tout à l'heure sur les polaires, on peut parcourir plus de routes plus rapidement. Et outre le fait que ça fait arriver de l'autre côté plus rapidement, ça permet aussi de choisir un peu plus son système météo. Et ça devient à la fois un facteur de confort et un facteur de sécurité. Oui, oui, j'ai un exemple d'une traversée entre les Antilles et les Açores, avec deux bateaux, un Outre-mer et puis un autre Cata, qui ont dû prendre des routes très très différentes parce que l'Outre-mer a réussi à rester sur un système météo et donc il a fait une traversée en 11 jours tout au portant, où le bateau qui est copain qui était avec eux a raté le train et a dû faire 6 jours de près. Donc, c'est pas seulement allonger un petit peu, c'est aussi choisir ses conditions et profiter de conditions bien meilleures. On a une C'est question, ça on a change une la vie. question de Romain qui demande, pouvez-vous également nous parler du comportement des Outre-mer dans le gros temps, même si ça n'arrive pas souvent? Oui, bah c'est une des raisons pour lesquelles on est attaché aux dérives. C'est que les dérives, on va les remonter dans le gros temps pour laisser le bateau glisser longitudinalement, mais aussi latéralement, et éviter d'accrocher et de créer des effets de boutoir. Et ça permet de glisser beaucoup mieux. Pour moi, l'élément de sécurité
fondamentale est liée aux vagues, parce que c'est jamais le vent qui est dangereux. Même à 80 nœuds, si vous n'avez pas de fetch, s'il n'y a pas eu de vagues, ça limite les risques. Par contre, les vagues créées par le vent augmentent évidemment avec la durée et avec la force du vent. Et on peut se retrouver dans des mers très dures. Une vague avance à une vitesse donnée, et les plus grosses vagues, je ne parle pas de vagues scélérates qui peuvent dépasser les 30 ou 40 mètres, qui restent exceptionnelles, mais les plus grosses vagues se déplacent entre 15 et 25 nœuds autour du monde. Et c'est pour ça que ça me paraît crucial d'avoir un bateau qui puisse aller à cette vitesse, parce que vous pouvez surfer pratiquement sur la même vague pendant des heures en accompagnant ces vagues. Si vous allez plus vite, que vous rattrapez la vague qui est devant vous sur un bateau de course, là, c'est effrayant, parce que vous montez, et puis on tombe dans le trou sur la crête de la vague qui précède. Et si on va pas assez vite, on se fait rattraper par des vagues qui vont rouler le bateau. Ce qui était la philosophie du grand voyage il y a 40 ou 50 ans. On faisait des bateaux, des monocoques avec ce qu'on appelait des arrières norvégiens, qui étaient des arrières très très étroits, de façon à éviter de présenter trop d'exposition aux vagues, pour éviter de casser le bateau. Parce que ça supposait en fait qu'on faisait le bouchon, qu'on subissait la vague, qu'on se faisait balloter pendant des jours, des heures, des jours, et puis que c'était fini, que le bateau devait être assez solide pour supporter ça. Aujourd'hui, la philosophie est complètement différente. On a des bateaux qui sont plus exposés, avec des arrières plus larges, mais qui vont à la vitesse des vagues. Et donc, on n'a jamais de choc important avec une vague qui vous rattrape en allant 2 fois plus vite que le bateau. On a parfois une vague qui vient éclabousser le cockpit, ça peut arriver, mais c'est toujours un impact qui est très limité. Et ça, c'est l'intérêt de Cockfield, ça veut dire un bateau qui peut accélérer, et des dérives, un bateau qui peut déraper sur le côté si une vague vous pousse sur le côté sans que les ailerons fassent un effet croche-pied. Benoît, tu as des choses à dire là-dessus? Non, ça, je pense que c'était bien répondu. Je voulais en profiter pour répondre à Bertrand qui disait pourtant on met souvent beaucoup de matériel dans les coffres de pointe par rapport à ce que j'ai dit, qu'on n'aménage pas nous les pointes avant. Oui, c'est sûr, vous profitez de ce volume pour y mettre ça peut être des paddles, ça peut être des compresseurs de plongée, ça peut être des bouteilles, etc. Mais c'est pas avec un bateau plus aménagé, vous n'emmèneriez pas moins de choses. Vous devriez stocker de toute façon ce matériel. Ce qu'on dit, c'est que si nous, on ne met pas de poids dans ces zones-là sont prévues pour recevoir du matériel, mais même dans la logique d'un propriétaire, le propriétaire lui-même peut se dire, enfin doit être conscient de l'impact que ça a sur le comportement du bateau. Donc même dans sa façon de charger, entre les soutes à voile et les coffres avant nacelle, on a des grands, surtout sur les plus gros modèles, on a des très grands coffres juste au pied de mât, donc le plus proche possible du centre de gravité du bateau. Et dans l'aménagement de tout ce que vous avez à stocker sur le bateau, il faut réfléchir aussi dans ce sens-là. Tout ce qui peut être stocké, tout ce qui est le plus lourd devrait être stocké le plus en arrière possible, en tout cas le plus centré dans le bateau possible, et garder les éléments les plus légers pour les parties les plus loin vers les pointes avant. Et c'est pour ça qu'avant de se décider pour un bateau, il faut effectivement se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on doit emmener. Et c'est là où il y a une philosophie de vie, parce qu'on constate toujours que les propriétaires les plus expérimentés ont tendance à alléger et simplifier par rapport aux gens dont c'est le premier bateau, qui vont plutôt avoir tendance à vouloir ajouter des choses, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, parce qu'on veut être protégé pour tout ce qui peut se passer. Et en général, on met des choses dont on n'a pas forcément besoin. Pour ceux qui ont lu La longue route de Moitessier, il raconte que quand il se préparait pour son voyage, il a trouvé à Plymouth, sur un quai, quelqu'un qui avait laissé un rouleau de ce revêtement, cette toile bituminée qui sert à boucher à couvrir les toitures, un truc qui est très lourd, qui est souple. Et il s'est dit, ah bah tiens, super, si jamais j'ai une voie d'eau, je pourrais clouer ça sur la coque sur l'extérieur. Et il demande au gars s'il peut le prendre. Le gars lui dit, ah oui, oui, vas-y. Il part avec son rouleau sur l'épaule, le truc faisait 30 ou 40 kilos.
Et le gars lui dit, mais tu sais, ce truc-là, ça fait des années que je l'emmène, je m'en suis jamais servi. Donc il a réfléchi 5 minutes et il s'est dit, oui, non, c'est pas la peine d'emmener des trucs qui me serviront pas. Et donc il l'a laissé et on n'a jamais eu besoin. Mais c'est un très vieux débat de quoi on a besoin pour partir autour du monde. Donc il faut passer un petit peu de temps à faire l'inventaire de ce dont on a besoin. Et on le constate, on a des systèmes d'information qui nous indiquent comment les bateaux naviguent avec des capteurs sur les réservoirs, par exemple, et on voit que les gens qui ont de l'expérience naviguent avec des réservoirs à moitié vides d'eau ou de gasoil, et alors que ceux qui ont le moins d'expérience ne descendent jamais en dessous de 50% des réservoirs. Parce qu'on on se sent rassuré. Ah, je vois quelqu'un qui lève la main. Madame Macheresse, peut-être? Oui, c'est qu'on a d'autres questions et consciente du temps qui nous reste, j'aimerais qu'on puisse répondre à Oui. tout le monde. Donc, il y a François qui nous pose une question justement sur l'accessibilité dans les ports en catamaran versus monocoque. Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué pour un cata du fait de la place nécessaire? Ça prend plus de place, bien entendu. Il y a certaines manœuvres qui sont un peu plus compliquées. Si vous arrivez dans le port de Cassis en plein été avec des pendilles, ça va être compliqué. Par contre, il y a des bonnes nouvelles. Un, on est moins dans les ports quand même parce qu'on est stable au mouillage, on peut rester à l'extérieur, on a une annexe facile à mettre à l'eau. Donc on a moins besoin d'aller dans le port. En général, on a un désalinisateur, on n'a pas besoin d'aller faire de l'eau. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la manœuvre est quand même nettement plus facile parce qu'on peut tourner sur 360 degrés à l'arrêt sans vitesse initiale, ce qui n'est pas possible sur la plupart des monocoques. Donc c'est pas ça se présente pas tout à fait de la même façon. Et enfin, dernier point, c'est en voyage, on est très peu dans les ports. C'est qu'en fait, on est au mouillage 98% du temps et on a rarement l'occasion d'aller dans les ports. Mais c'est vrai que le port de Cogolin en plein été, le port de Saint-Trope, ça va être compliqué en kata. C'est pas, le kata n'est pas fait pour ça. Merci. On a aussi une question de Yvan. Yvan dit, j'ai bien compris qu'il fallait un catamaran plutôt grand, mais entre un 45 et un 51, y a-t-il une différence pour le maniement du bateau pour un équipage réduit, 2 personnes, qui n'est pas encore aguerri? Non. Non, non, tous nos bateaux sont conçus pour être gérés en solitaire, que ce soit au niveau de la visibilité, de la puissance à l'hélice, de l'accès au taquet, tout est fait de la même façon. Il y a plus d'inertie sur un plus grand et donc bateau plus lourd. Donc une erreur aura un peu plus de conséquences. C'est pour ça en général qu'on commence avec un petit bateau. Mais tous les propriétaires de 51, enfin 90% des propriétaires de 51 sont venus pour un 45 et quand ils ont essayé les deux, ils se sont dit en fait c'est pas plus compliqué et le 51 va donner un peu plus de confort à la mer, un peu plus de charge utile, etc. Donc encore une fois, ça devrait plutôt être la question de la charge utile qui devrait conditionner le choix de la taille du bateau plutôt que la facilité de manœuvre. Donc ça, notre skipper pourra vous démontrer en quelques heures que c'est pas plus compliqué de manœuvrer un grand bateau plutôt qu'un petit. Ah, Alors, on ne question voit de pas d'autres. Bertrand. Oui, Quand il y a justices... Hello, allez lui répondre. Ouais. on en garde un peu pour C'est ça, la prochaine. pour la suite. Exact. Avant de conclure, est-ce que vous avez d'autres questions que vous aimeriez nous soumettre maintenant? Parce qu'il nous reste encore 3 minutes. On peut en 3 minutes répondre à encore 1 ou 2 questions. Sinon, sur la slide, tu es bien sur la dernière slide ou pas? Dernière slide, moi, je conclus quand même avec quelques informations importantes, pratiques pour vous. Vous avez le contact de Mathieu et Éloi, notre équipe commerciale. Donc, si vous voulez leur écrire en direct, vous avez leur email. Je rappelle que les prochains webinaires auront lieu le 21 janvier et le 4 février. Avec le 4 février, effectivement, roulement de tambour, un petit reveal sur une nouveauté. Je n'en dis pas plus. Le salon de Düsseldorf donc, aura lieu du 18 au 26 janvier pour ceux qui ont choisi de s'y rendre. On a un stand avec les autres chantiers du groupe et donc on a l'équipe commerciale qui sera sur place. 4 février, en février, entre le 12 et le 16, nous serons à Miami pour ceux qui éventuellement sont au Canada, pour les francophones, ne sait-on jamais.
Et pour information, on commence à se déplacer outre-Atlantique pour faire des essais dans les BVI. Donc, plus d'informations à venir sur le sujet. Je regarde s'il y a d'autres questions. Différence de tangage entre un 45 et un 52 et l'impact d'un mât aluminium versus carbone. Bah oui, c'est toujours dans le même sens. Allonger le bateau va réduire le tangage. Gagner du poids dans les hauts va améliorer le tangage. Maintenant, si la question c'est est-ce qu'il vaut mieux un 45 avec un mât carbone ou un 52 avec un mât alu, je pense que la longueur jouera plus que l'abaissement du centre de gravité. Mais les deux vont dans le même sens. Si vous essayez 1 heure chaque bateau, un avec un mât alu, l'autre avec un mât carbone, il y a peu de chances que vous remarquiez la différence. Si vous connaissez votre bateau très bien parce que vous avez navigué dessus depuis 1 an ou 2 et que vous essayez une version différente, soit avec un mât alu, soit avec un mât carbone, vous remarquerez tout de suite la différence. Donc c'est quand même assez significatif. Les gens, en général, j'ai tendance, quand on me demande si ça vaut le coup de mettre un mât carbone, j'ai tendance à répondre par provocation que si vous posez la question, ça vaut pas le coup parce que ça coûte quand même assez cher. Un mât carbone, en général, c'est 10% du prix du bateau. Mais je ne crois pas connaître d'exemple de propriétaire qui a eu un bateau avec un mât carbone qui revient à un mât alu ensuite. Et c'est sûr que moi, je préférerais, si le choix est là, avoir un bateau un peu plus grand plutôt que de mettre un mât carbone sur un bateau plus petit. Ok, merci Mathieu. On n'a pas d'autres questions. Je crois qu'on va pouvoir conclure cette session. On espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager avec nous maintenant. Et on n'a plus qu'à vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire le 21 janvier. Il y aura toujours une session en français, une en anglais. Merci pour votre participation et à très bientôt. Au revoir. Merci à Au tous, bonne revoir. journée. Au revoir.